Et à l'international, alors que l'incertitude demeurait encore au milieu de la nuit sur l'accord de cessez-le-feu à Gaza, le bureau du Premier ministre israélien a annoncé vers 4 heures du matin, heure française, être parvenu à un accord sur la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Une page semble donc se tourner. Désormais, une réunion du cabinet de sécurité doit avoir lieu aujourd'hui même pour approuver cet accord. Et en cas d'approbation par le cabinet de sécurité israélien, l'accord de trêve commencera dimanche 19 janvier, soit la veille de l'investiture de Donald Trump. Il portera sur l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens lors d'une première phase de 6 semaines, avec la libération de 33 otages retenus dans le territoire palestinien. Dans une étape suivante, les conditions d'une fin permanente des combats devront être finalisées. En Chine, la croissance du PIB ralentit, et ce même si Pékin a intensifié ses mesures de relance pour stimuler une économie chancelante. La Chine a en effet enregistré l'année dernière l'un de ses taux de croissance économique les plus lents depuis des décennies, selon des données publiées cette nuit. Et alors que les dirigeants surveillent avec nervosité une éventuelle impasse commerciale avec le nouveau président américain Donald Trump, le Bureau national chinois des statistiques a donc annoncé que l'économie chinoise avait progressé de 5% en 2024 grâce à la hausse des exportations et aux investissements importants dans les usines et les équipements industriels qui ont largement compensé un ralentissement persistant dans la construction. Un taux de croissance qui ressort donc légèrement inférieur aux 5,2% enregistrés en 2023 lorsque le pays se remettait de près de 3 ans de confinements municipaux, de quarantaine massive et d'autres mesures strictes de lutte contre la pandémie. Je vous rappelle cependant que Pékin a annoncé ces derniers mois ses mesures de soutien les plus agressives depuis des années pour tenter de relancer une économie atone. C'est pourquoi l'économie chinoise a connu une croissance plus forte d'octobre à décembre que durant tout autre trimestre de l'année. Portée par de fortes ventes de voitures, l'économie chinoise a progressé à la fin de l'année dernière à un rythme qui, s'il se poursuivait sur une année entière, représenterait un taux de croissance de 6,6%. Et même si les chiffres officiels suscitent toujours une sorte de scepticisme, les économistes du gouvernement assurent que l'économie a retrouvé son équilibre. L'économie chinoise se redresse réellement malgré les hauts et les bas, a déclaré Yang Ping, directeur de la recherche économique à la Commission nationale du développement et de la réforme, la principale agence de planification économique du pays. En France, la motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou a été largement rejetée hier par l'Assemblée nationale. Le texte n'a recueilli que 131 voix, loin des 288 requises. La motion avait été déposée par la France insoumise après sa déclaration de politique générale du Premier ministre et était également signée par des députés communistes et écologistes. Le PS avait annoncé son intention de ne pas voter la motion. Et dans son discours, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a défendu son choix d'incarner une gauche qui propose et avance, prévenant qu'un vote de censure restait possible à tout moment et redisant qu'il souhaitait sur les retraites que le Parlement ait le dernier mot. Pour Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, le PS n'est plus dans l'opposition, il s'est exclu du nouveau Front populaire, a-t-elle dit hier. Enfin, sur le front microéconomique, nous avons appris cette nuit que Rio Tinto et Glencore seraient en pourparlers en vue d'un éventuel rapprochement d'intérêts stratégiques, un signe supplémentaire que les sociétés minières sont engagées dans une sécurisation des métaux nécessaires à la transition énergétique. Selon des sources proches du dossier, les deux sociétés cotées à Londres ont engagé des négociations préliminaires dès octobre dernier, mais les discussions n'ont pas abouti à un accord. Une fusion complète entre Rio et Glencore, qui ont respectivement une capitalisation boursière de 103 milliards et 55 milliards de dollars, serait l'une des plus importantes transactions jamais réalisées dans le secteur minier. Les discussions entre les deux sociétés font suite à l'échec de l'offre de 39 milliards de livres sterling de BHP pour acheter Anglo American l'année dernière, ce qui a incité les rivaux à revoir leurs options stratégiques. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et la prudence devrait être de mise. Aujourd'hui, l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis lundi prochain se profile donc à l'horizon et pourrait faire
hier l'effet d'une bombe non seulement dans son discours, mais aussi dans tout décret exécutif immédiat qui pourrait inclure des droits de douane massifs sur ces pays alliés comme sur ces pays ennemis. Au programme aujourd'hui en Europe, la publication des chiffres des ventes au détail en Grande-Bretagne et la lecture finale de l'inflation à la consommation dans la zone euro sont attendues, toutes deux pour le mois de décembre. Côté microéconomie, pas de publication majeure est attendue aujourd'hui. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont été boostées par le secteur du luxe. La journée a en effet été marquée par les résultats meilleurs qu'attendus de Richemont. Le groupe suisse a publié un chiffre d'affaires de 6,15 milliards d'euros pour le troisième trimestre de son exercice 2024-2025, une hausse de 10% sur un an quand le consensus tablait sur une hausse plus modeste de 1%. Une publication qui, vous vous en doutez, a insufflé un vent d'optimisme pour tout le secteur du luxe. À Paris, le CAC 40 a gagné 2,14% à 7634 points. À Londres, le FTSE a pris 1,09% à 8391 points. À Francfort, le DAX s'est lui étoffé de 0,29% à 20 633 points. Aux États-Unis, alors que les marchés financiers mondiaux semblent évoluer actuellement dans une ère de contraintes techniques, Wall Street n'a pas fait office d'exception hier. Les données sur l'inflation aux États-Unis étant un peu meilleures que prévu, les financiers ont de nouveau espoir que la Fed reprenne son resserrement monétaire, ce qui a incité les investisseurs à protéger leurs positions acheteurs en les compensant par des positions vendeurs. Résultat, le Dow Jones a reculé de 0,16% à 43 153 points. Le S&P 500 a cédé 0,21% à 5 937 points. Le Nasdaq a lui abandonné 0,89% à 19 338 points. En Asie, cette nuit, les principaux marchés actions ont clôturé en ordre dispersé après que la Chine a annoncé que son économie avait progressé à un rythme annuel de 5% l'année dernière, atteignant, comme par hasard, l'objectif du gouvernement, mais ralentissant par rapport à l'année précédente. À Tokyo, le Nikkei a perdu 1% à 38 193 points. L'indice Hang Seng de Hong Kong a lui augmenté de 0,2% à 19 568 points. Quant à l'indice composite de Shanghai, il a également progressé de 0,2% à 3241 points. Sur le marché des taux souverains, les rendements se sont montrés moins volatiles hier que lors de la séance précédente. Le rendement du Bund à 10 ans est resté stable à 2,523%, alors que celui du Bund à 2 ans a cédé 2,3 points de base à 2,233%. À l'heure de la clôture en Europe, les rendements des bons du Trésor à 10 ans reculaient de 3,6 points de base à 4,616%, alors que le rendement à 2 ans abandonnait, lui, 2,8 points de base à 4,236%. Enfin hier, le marché du pétrole a marqué le pas, un repli technique, car pour les spécialistes, il n'y a plus personne pour acheter à ces niveaux de prix. Non seulement le marché est en manque de catalyseurs, mais à quelques jours de l'investiture de Donald Trump, les opérateurs sortent du marché pour éviter de pâtir d'annonces imprévues, par exemple sur les droits de douane avec le Canada, encore sur un allègement des sanctions contre la Russie. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a donc lâché 0,9% hier à 81,29 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison février, il a reculé de 1,7% à 78,68 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 janvier. Juste après, nous retrouverons en plateau Antoine Quesada qui va nous expliquer si le CAC 40 est définitivement sorti de sa torpeur initiée déjà depuis quelques mois. Tout de suite sur Téléfinance.